Président, Mesdames et Messieurs les maires, les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors, le Président a posé quelques questions importantes. Peut-être j'apporterai quelques éléments d'information parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Auparavant, je voudrais féliciter Monsieur le maire et le conseil municipal d'avoir fait cette belle réalisation. Je dois dire aux habitants de Chassé, qui sont finalement assez chanceux, parce que, au fond, trouver autant de financement, faire en sorte que le dossier soit finançable par la collectivité publique, donc éviter, comme sont obligées de le faire certaines communes, d'en rester au système autonome qui engage beaucoup de frais pour les particuliers. Je veux dire, c'est un dossier, je considère, assez exceptionnel, parce que vous savez, à l'occasion de la campagne, j'ai rendu visite à 490 communes, quelque chose comme ça, en tête à tête, monsieur le maire, comme on l'a fait ensemble, pour regarder quels étaient les soucis des communes. J'ai vu un grand nombre de communes, un peu comme les vôtres, qui, à l'issue de l'étude des schémas directeurs, souvent par les intercommunalités, ne sont pas en capacité de les mettre en œuvre. Quand vous avez une commune de 250 habitants à qui on dit qu'il faut investir 700 000 € pour faire une rhizosphère et puis un certain nombre de centaines de mètres de canalisation en réseau séparatif, et que vous n'avez pas de bois, très peu de fiscalité et pas de réserve financière, c'est tout simplement impossible. Je suis en train de conseiller aujourd'hui à certains maires qui m'appellent, de leur dire de reprendre des délibérations, nonobstant le schéma directeur qui est sorti des intercommunalités, pour leur dire que vous n'avez pas d'autre choix que de redélibérer pour revenir à des systèmes autonomes, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas financer. Alors si en plus ils ne sont pas classés prioritaires, vous imaginez les taux de subvention actuels. Donc je crois qu'on a vraiment ici à Chassé un beau dossier assez exceptionnel. Je remercie aussi Madame la conseillère générale d'avoir donné un certain nombre d'informations concernant le département. Moi, je veux saluer ce plan de relance parce qu'on en a absolument besoin. Mais sauf que dans le même temps, avec la baisse des dotations, j'ai peur que les efforts qui sont faits par les collectivités territoriales, départementales et régionales soient annihilés par les 11 milliards d'euros que l'on veut venir prendre sur nos collectivités publiques. Et quand vous dites s'il n'y a plus de financement, il n'y a plus de travaux publics, donc c'est le début du déclin, on y est. On y est, parce que quand vous parlez de l'inquiétude des maires, alors moi je m'étais engagé à faire le boulot et à servir mon département et les petites communes justement en commençant un travail d'influence. J'ai pris la parole pour la première fois devant le Sénat mardi, là. J'ai profité de la présence du ministre de l'Intérieur qui était au banc du gouvernement. J'ai fait passer 2 amendements puisqu'on a revoté, je le signale, Monsieur le Président de la communauté de communes, vous savez que le Conseil constitutionnel avait cassé les accords amiables pour la représentativité des communes dans les intercommunalités. On a revoté au Sénat un texte que j'ai amendé d'ailleurs pour que les accords amiables soient encore possibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que les petites communes puissent continuer à exister dans les intercommunalités, si on fait uniquement la proportion entre le nombre d'habitants et le nombre de représentants, on a des communes qui ne seront plus représentées du tout. Donc on a revoté mardi le texte sur la représentation amiable qui sera donc à nouveau possible dès que l'Assemblée nationale aura voté, puisque c'est voté en premier au Sénat. Et donc là, c'est déjà une première chose qui est enclenchée. Et moi, j'en ai profité pour, dans mon intervention, j'ai d'ailleurs adressé ça au maire, vous trouverez ça dans vos boîtes mail lundi, dans vos secrétariats, avec le lien pour voir un petit peu ce qu'on a dit les uns et les autres, pour interpeller le ministre de l'Intérieur, pour lui dire qu'il faut absolument clarifier la situation. Vous parlez d'inquiétude à juste titre, parce que pour nous, un département comme la Haute-Saône, si on a l'ensemble du cocktail, fusion de la région, éloignement des centres de décision, suppression du conseil général, montée à 20 000 habitants des communautés de communes, suffrage universel pour les communautés, baisse des dotations, et puis le reste, je veux dire, c'est la fin des communes. C'est absolument pas digeste pour un département rural comme la Haute-Saône. Je crois que le message a été entendu. Le Premier ministre viendra devant le Sénat mardi pour clarifier un peu les choses et nous dire, au final, qu'est-ce qui va se passer. Si on fusionne la Bourgogne et la Franche-Comté, mais qu'on maintient en même temps d'une manière certaine le Conseil général de la Haute-Saône, moi je vous le dis, je suis très attaché à la persistance du Conseil général dans un département comme celui de la Haute-Saône. Si nos maires n'ont plus comme interlocuteur le Conseil général qui intervient sur de très nombreux dossiers, on va quand même avoir un sentiment de solitude terrible dans nos départements ruraux. Donc j'espère que le gouvernement a entendu
ce message. On en saura un petit peu plus mardi sur qu'est-ce qui va se passer, quelles collectivités on garde, quelles collectivités on fusionne, à quelle date il y aura des élections, qu'est-ce qu'on va abandonner, qu'est-ce qu'on va garder, avec j'espère un peu de pragmatisme, de sagesse. Il ne faut plus nous balancer des réformes ou un certain nombre de projets qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est pas la même chose quand on est à Lyon, quand on est à Chassé-Lessé ou quand on est en zone de montagne à la Rosière ou à la montagne de l'autre côté de Fauconnier. Il faut quand même qu'on garde un petit peu les pieds sur terre. On nous dit qu'on est des paysans ici, mais heureusement qu'il y a encore des paysans pour garder un peu les pieds dans la glaise et puis faire en sorte que quand une réforme est annoncée, elle puisse être un petit peu réaliste, quoi. Je crois d'ailleurs en disant cela que je ne suis pas très loin de penser un peu comme le président du Conseil général. Donc c'est même plus une question, si vous voulez, de gauche ou de droite. Je pense que à un moment donné, c'est une question de survie pour nos territoires. Il faut que tous ceux qui sont de bonne volonté, quelle que soit par ailleurs leur conviction. J'ai d'ailleurs vu dans l'hémicycle du Sénat mardi, les propos que j'ai tenus ont été visiblement en accord, pas uniquement avec une partie des élus, mais avec pratiquement tout le monde, quoi. Donc je pense que les choses vont avancer. Cette élection sénatoriale passée a été utile parce qu'elle a permis au moins de mettre le débat sur la table. Les résultats de cette élection ont montré l'inquiétude des élus locaux. Évidemment, le gouvernement va devoir en tenir compte. Voilà les quelques informations que je voulais vous donner. Je ne suis pas au gouvernement, donc ce n'est pas moi qui vais vous dire quelles seront les décisions qui seront prises, mais en tout cas le débat est engagé. J'ai l'impression qu'un certain nombre de messages sont entendus et que du coup on devrait, je l'espère, sortir avec un texte. Nous, le texte sur lequel on s'est mis d'accord au Sénat est un texte qui fait un peu un mixte entre ce que souhaitait l'Assemblée générale et ce que nous, les sénateurs, nous souhaitons. Les sénateurs, on est les représentants des territoires. Les députés sont les représentants de la population. Donc si les députés prennent des décisions en fonction des masses de population, c'est une chose. Nous, on doit être influents pour défendre nos territoires. Et les deux critères doivent être pris en compte. Voilà un peu l'esprit dans lequel on est. J'en profite d'ailleurs pour vous dire une chose, c'est que beaucoup de gens m'interrogent à quoi ça sert le Sénat. Et bien là, je peux vous dire une chose, c'est qu'on va avoir un bel exemple de à quoi ça sert le Sénat, parce que le texte tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, qui nous arrive au Sénat, qu'on est en train de modifier, qu'on va modifier la semaine prochaine, vous verrez que ce texte, alors que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, c'est-à-dire qu'elle pourrait complètement effacer ce que le Sénat a fait et refaire son texte, vous verrez que l'Assemblée nationale va tenir compte de ce que le Sénat aura dit, écrit et voté. D'où l'importance du bicamérisme dans notre pays. Si on laisse une seule Assemblée qui vote à toute vitesse et que derrière il n'y en a pas une deuxième pour dire attendez, est-ce que c'est réaliste? Une fois qu'un texte est voté, si vous n'avez plus qu'une Assemblée, qui est-ce qui rectifie? Il n'y a pas de raison qu'une Assemblée, si elle est seule, le prenne deux fois de suite. Donc du coup, il devient tout de suite exécutoire. Le bicamérisme, c'est ces deux assemblées. Alors sans doute qu'il faut réformer nos collectivités, mais en tout cas, supprimer une des deux assemblées, c'est pas comme ça qu'on va réformer notre Parlement. Moi, je suis favorable à une réforme du Parlement parce qu'on dit qu'il y a trop de parlementaires. S'il y a trop de parlementaires, il faut peut-être qu'il y ait moins de députés, qu'il y ait moins de sénateurs, mais ce n'est pas en supprimant une des deux assemblées qu'on va améliorer le fonctionnement. Et je peux vous dire que pour nous, pour des départements comme la Haute-Saône, on a absolument besoin d'un Sénat puissant qui fasse justement respecter nos territoires. Donc voilà les quelques infos, parce que c'est un peu tout nouveau, monsieur le maire, c'est une de mes premières sorties après mon élection. J'avais promis d'être disponible, de m'investir et de faire le boulot correctement, avec Michel Raison, que je voudrais excuser, parce que Michel a une très grosse manifestation à Luxeuil aujourd'hui, donc il m'a demandé de l'excuser auprès de vous, de parler en son nom. C'est pour ça que je me suis cru autorisé à parler 2 fois plus longtemps. Et j'espère que pour autant je ne vous ai pas lassé et que je vous ai donné quelques infos qui éventuellement peuvent vous être utiles, et puis être un peu moins pessimiste sur notre avenir, parce que je l'espère vraiment, les choses ne seront pas aussi drastiques qu'elles nous ont été annoncées. Monsieur le maire, merci, continuez bien. J'en profite pour remercier tous les maires pour leur investissement au service de notre population. Et je formule le vœu que ce genre d'équipement puisse se multiplier, puisque nous avons un bureau d'études et une entreprise de Haute-Saône, des gens compétents. En plus, il faut les faire bosser. Donc il faut que nos communes aient un peu d'argent pour pouvoir réaliser ce genre de choses. C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt environnemental, c'est l'intérêt de nos entreprises et donc de l'emploi, c'est donc l'intérêt général. Merci de votre invitation.